Les socialistes ont une nouvelle fois rencontré le Premier ministre hier pour tenter d'avancer vers un accord sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui arrive en seconde lecture à l'Assemblée. Le gouvernement espère encore voir les députés voter son texte, comportant notamment la suspension de la réforme des retraites. C'est une exigence du PS pour ne pas censurer le gouvernement. Mais le projet de loi comporte aussi des dispositions d'économie que la gauche ne veut pas voter. Nous avons fait le tour d'horizon ligne par ligne avec le gouvernement. Nous pouvons dire que nous progressons, que nous sommes dans une approche qui peut permettre d'aboutir à un compromis. Nous n'en sommes pas encore là. Un compromis qui doit se construire aussi avec les autres forces politiques, notamment les partis de l'ex-bloc central, mais peut-être également les communistes ou les Verts qui seront d'ailleurs reçus aujourd'hui à Matignon. Sébastien Lecornu se veut plutôt alarmiste, pronostiquant l'aggravation du déficit si un accord n'est pas trouvé. Moi, je ne suis pas là pour rassurer les gens. Les parlementaires, ils ont du pouvoir. Ils sont là pour rassurer les Français sur le fait qu'il y aura bien un budget pour la sécurité sociale dans les temps. 23 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale. Et s'il n'y a pas de PLFSS, ça sera 30 milliards. Donc, moi, je ne suis pas un papa qui est là pour rassurer ou inquiéter les gens. C'est juste qu'à un moment donné, chacun doit faire son job. Le vote solennel sur le PLFSS aura lieu mardi prochain. D'ici là, le gouvernement doit encore convaincre les socialistes que voter ce projet de loi de finances de la sécurité sociale ne signifie pas approuver le gouvernement. Monsieur le Président Vallaud, Et on va en débattre avec vous. Bonjour Dominique Estrosi-Sassone. Merci d'être avec nous, sénatrice LR des Alpes-Maritimes, présidente de la Commission des Affaires économiques au Sénat. Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste. Il est possible ce compromis, il est à portée de main? En tout cas, si la copie finale du projet de loi de finances de la sécurité sociale ressemble à celle qui a été adoptée par le Sénat, je doute que les communistes puissent la valider, parce que c'est une version qui est tellement injuste qu'elle confine à l'indécence. Quand vous avez mis bout à bout le gel des prestations sociales, c'est-à-dire leur désindexation, le gel des pensions de retraite au-delà de 1 400 €, la taxation des mutuelles, les apprentis qui sont mis à contribution, puisqu'ils étaient jusqu'à présent exonérés de versement de cotisations sociales. Quand vous mettez bout à bout tout ça, c'est une véritable punition qui va s'imposer aux plus fragiles, aux plus modestes, et il est bien évident que nous ne pouvons pas valider une copie pareille et qu'il n'en est pas question pour nous. C'est une punition. Est-ce que la copie du Sénat, elle empêche possiblement le compromis de Dominique Estrosi-Sassone ? En tout cas, au Sénat, la majorité sénatoriale, au moment du vote du PLFSS, a souhaité prendre des mesures de responsabilité. Et c'est vrai que la première des mesures sur laquelle nous n'avons pas souhaité nous renier, c'est de rétablir la réforme des retraites. Et là-dessus, pour nous, c'est quelque chose qui ne peut pas faire l'objet d'un compromis, puisque ça fait des années que nous disons que c'est simplement arithmétique. Plus la France vieillit, plus longtemps, plus on doit travailler plus longtemps. Et à un moment donné, la France sera obligée d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Parce qu'on voit aujourd'hui que la France met une part importante de son PIB, plus que les autres pays européens, dans la retraite. Donc pour nous, c'est simplement dire la vérité aux Français et faire en sorte qu'on ne fasse pas peser sur les générations futures une dette qui pourrait être colossale. Après, ça veut dire quoi? Que la gauche aime en disant qu'il y a une autre solution que d'augmenter l'âge de départ? Alors là-dessus, il y a toujours eu un clivage entre la droite et la gauche. On ne le conteste pas, mais c'est factuel, c'est arithmétique. Quand la France vieillit plus longtemps et en bonne santé, nous serons amenés à travailler plus longtemps. Après, il y a d'autres mesures que nous qualifions de mesures de responsabilité, qui ne sont pas partagées, bien évidemment, par la gauche. Mais le principal irritant pour nous était bien la suspension de la réforme des retraites. À partir de ce moment-là, maintenant, la balle est dans le camp de l'Assemblée nationale, puisque la deuxième lecture s'ouvre cet après-midi. On verra ce que feront les députés et quel sera le texte qui sortira de l'Assemblée nationale avant qu'il ne revienne ici au Sénat. Mais il y a fort à parier que de notre côté, on déposera a priori une question préalable. Donc vous ne l'examinerez pas? On ne l'examinera pas, et pour que ça retourne le plus vite à l'Assemblée nationale, pour qu'on perde aussi le moins de temps possible, si compromis est possible d'y arriver à travers ce qu'on... Donc vous avez exprimé votre opposition à cette suspension, mais vous la laisserez passer? En tout cas, de fait, on laissera voir ce que le gouvernement, avec les députés, décidera de faire. Mais j'ai cru comprendre que le PS a déjà obtenu énormément de choses de la part du gouvernement. Sauf que je crois que le PS n'en a jamais assez et que même s'il a obtenu les principales mesures qui peuvent emporter un vote de compromis, eh bien, il va continuer à faire monter certainement les enchères.
Yann Brossard, d'abord peut-être sur la suspension de la réforme des retraites. En tout cas, je relève quand même une forme de contradiction, parce que longtemps, la droite nous a expliqué qu'il fallait accepter cette réforme des retraites, qu'il fallait accepter de travailler plus tard pour pouvoir toucher sa retraite, afin de protéger les retraités et afin d'éviter qu'on ait une baisse des pensions de retraite. Or là, c'est la double peine, puisque non seulement vous rétablissez la réforme des retraites, mais en plus de cela, vous gelez les pensions de retraite au-delà de 1 400 €. Pas pour tout le monde. Excusez-moi de vous le dire, et vous l'admettrez. Pour les retraités les plus modestes et pour les bénéficiaires des prestations sociales, vous l'admettrez avec moi. Et l'APA. Vous l'admettrez avec moi. Quand on est retraité et qu'on touche 1 400, 1 500, 1 600 € de pension, on ne peut pas dire qu'on soit particulièrement fortuné et on peut même dire qu'on est au bord de difficultés sociales. On doit trouver des économies. Oui, d'accord, mais une fois de plus, et là on est dans un vrai débat droite-gauche et moi je l'assume parfaitement, est-ce que la responsabilité, c'est de demander à des gens qui touchent 1 500, 1 600 € par mois de voir leur pouvoir d'achat baisser? Moi je pense par exemple qu'il y a d'autres sujets qui devraient être mis sur la table. Par exemple, les 80 milliards € d'exonération de cotisations sociales sans contrepartie au profit des entreprises. Tout ça, ce chiffre, il est le fruit d'un travail d'une commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises. 211 milliards € d'aides publiques aux entreprises, dont 80 milliards € sous forme d'exonération de cotisations sociales. Si on souhaite poser la question de la responsabilité, il faut poser toutes les questions, tout regarder, et de mon point de vue, il n'est pas juste de demander systématiquement des efforts aux plus modestes, aux petites classes moyennes, à ceux qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois. Mais ayons ce débat, nous l'avons d'ailleurs d'ores et déjà en séance, et on verra bien à quoi ressemble la copie finale. Oui, j'entends bien. La gauche met toujours en avant, bien évidemment, qu'il faut faire une réforme de la fiscalité, du patrimoine, taxer les plus aisés. Personnellement, je l'ai déjà dit ici sur votre plateau, je ne suis pas opposé. Nous voulons lutter contre l'optimisation fiscale. Par contre, nous ne voulons pas d'une fiscalité de rendement. Et je crois que dans le budget et dans les discussions qui ont eu lieu là depuis jeudi dernier sur le projet de loi de finances, nous avons montré aussi, à travers par exemple la contribution des hauts patrimoines, que ce que nous voulions, c'était taxer tout ce qui était improductif, mais par contre, ne pas taxer l'investissement qui contribue à la croissance, ne pas taxer aussi des ménages qui se retrouvent imposables parce qu'il y a eu une flambée des prix de l'immobilier. Et ce que nous reprochons aussi, c'est que finalement, on taxe indistinctement l'immobilier qui est productif, comme les terres agricoles, comme les biens mis à la location, et que parfois on épargne trop, effectivement, certaines fiscalités de patrimoine, comme ça peut être le cas pour des épargnes ou encore pour des liquidités qui, elles, sont inactives. Donc on montre aussi, mais d'une façon raisonnable, que l'on est aussi, donc bien évidemment, volontaire pour arriver à une plus grande équité entre l'ensemble des Français. Ce que je vois quand même, c'est que par exemple, dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances, vous avez supprimé la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises. Oui, celles mais c'était une contribution exceptionnelle, Yann. Oui, mais celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Comment est-ce qu'on peut, d'un côté, demander des efforts supplémentaires à des retraités qui ont 1 500 € de pension et, dans le même temps, exonérer d'efforts supplémentaires des entreprises qui font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires? Je pense quand même que les Français qui regardent ça, qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois, ils se disent quand même que s'il y a des gens qui doivent faire des efforts, c'est pas d'abord ceux qui aujourd'hui se serrent la ceinture et ont déjà des difficultés. Mais bon, en tout cas, c'est le débat qu'on a et je suis persuadé qu'il va se poursuivre dans les jours qui viennent. On a supprimé la surtaxe sur les sociétés et la contribution parce qu'elle était exceptionnelle. Quand elle a été votée l'année dernière, c'était pour l'année 2025. Donc à partir du moment où c'est exceptionnel, on n'a pas considéré qu'il fallait la reconduire pour 2026. Mais voilà, donc ce sont des positions qui font que nous, ce qu'on veut, c'est d'abord et avant tout alléger la fiscalité, c'est protéger l'investissement, c'est orienter prioritairement l'épargne vers l'économie réelle, mais c'est effectivement concentrer les efforts sur tout ce qui touche à du patrimoine ou à de l'immobilier ou à quelque chose qui est improductif. Et là, effectivement, on peut considérer que c'est taxé. Mais on en revient toujours au même sujet. On augmente les taxes, on augmente les prélèvements, on augmente les impôts, mais on ne fait jamais des coupes importantes dans la dépense publique, des coupes importantes dans la dépense de l'État. Et ça, effectivement, pour nous, c'est notre priorité.
Mais la question n'est pas de savoir, de mon point de vue, si on augmente les taxes ou si on augmente les impôts. Mais vous passez votre temps à augmenter les taxes. En l'occurrence, quand vous mettez en place une taxe sur les mutuelles, c'est vous qui taxez les petits géants. Quand on va assister au doublement des franchises médicales par décret. Oui, mais de fait, ça pèse d'abord et avant tout sur les plus modestes qui auront du mal à faire face à ces dépenses supplémentaires. Donc la question n'est pas de savoir si on taxe plus, si on impose plus. La question est sur qui porte l'effort fiscal. Quand on met bout à bout les mesures que vous avez adoptées, de fait, l'effort fiscal va peser davantage sur les petits et sur les classes moyennes. Moi, je pense au contraire que dans un pays où les inégalités n'ont jamais été aussi élevées depuis 30 ans, ce sont les dernières statistiques de l'INSEE, si on veut remettre de la justice sociale, il faut d'abord aller chercher du côté des ménages les plus fortunés. Et je pense que ce serait parfaitement légitime et que les Français seraient favorables à une telle politique et qu'ils ne peuvent pas supporter qu'on leur demande toujours de faire des sacrifices supplémentaires. Oui, vous savez très bien aussi que les Français ne supportent plus les hausses d'impôts, de prélèvements obligatoires. On est aujourd'hui l'un des pays qui a le plus fort taux de prélèvements obligatoires. Et ça aussi, on en vient aujourd'hui à des situations qui sont où on a un refus par rapport à l'impôt. Or, l'impôt, à la base, permet effectivement d'arriver à un équilibre dans une société et à pouvoir faire en sorte que chacun prenne sa part. Mais quand c'est devenu à des niveaux tellement importants, eh bien, nous pensons que d'abord, la priorité, c'est de réaliser des économies. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Vous parliez de la commission d'enquête sur les aides publiques. Je peux vous parler de la commission d'enquête sur les organismes d'État, les agences, et sur lequel, là, véritablement, je pense qu'il y a des économies drastiques à pouvoir accomplir. Bien sûr, ça ne peut pas être fait tout de suite, mais il faut enclencher le processus d'ores et déjà. Est-ce que les économies, il faut aussi les faire sur le nombre de fonctionnaires? Est-ce qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires? Oui, nous disons qu'il faut donc ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, sauf pour les fonctionnaires qui interviennent sur tous les postes régaliens. Voilà, c'est aussi un de nos positionnements qui n'est pas nouveau, qui fait partie des valeurs que nous défendons. Et effectivement, aujourd'hui, on voit combien il y a de fonctionnaires qui sont plus des fonctionnaires qui sont dans des bureaux. Ça ne veut pas dire que, mais si ils viennent à partir à la retraite, ne pas les remplacer. Par contre, effectivement, sur tous les postes régaliens, que ce soit d'abord et avant tout la police, que ce soit bien sûr la justice, que ce soit la question donc de tout ce qui touche à la fonction régalienne de l'État, là nous ne sommes pas bien évidemment pour une diminution du poste de fonctionnaire. Mais là aussi, je pense qu'il y a des économies importantes à faire. Il y a des économies à faire sur le nombre de fonctionnaires? Je n'y crois pas. Et le constat que je fais, et je pense que beaucoup de Français peuvent le faire, c'est qu'à chaque fois qu'on nous a dit on va supprimer des postes de fonctionnaires, mais ça n'aura pas de conséquences sur la qualité du service public, ça n'est pas ce qui s'est vérifié. Le dernier président de la République qui s'était fixé comme objectif de diminuer drastiquement le nombre de fonctionnaires, c'était Nicolas Sarkozy, et ça s'est traduit par 13 500 postes de policiers en moins. Et de fait, ça s'est traduit par une dégradation de la qualité du service public. De la même manière, dans l'enseignement. Hors policiers, oui, mais à chaque fois, on dit ça. Vous ne trouverez jamais de responsable politique qui va vous dire ouvertement on va supprimer des postes à l'hôpital, on va supprimer des postes à l'école, on va supprimer des postes de policiers. Mais à la fin, ça se traduit toujours de cette manière-là. La preuve, lorsque Nicolas Sarkozy, qui pourtant n'était pas le dernier à porter les questions de sécurité, à diminuer le nombre de fonctionnaires, de fait, ça s'est traduit par une diminution drastique du nombre de policiers, et y compris de policiers sur le terrain. Donc je pense que non, une fois de plus, on en revient au cœur de la question qui nous occupe. Quelle société voulons-nous? Est-ce que nous voulons protéger notre modèle social? Est-ce que nous voulons préserver un niveau de service public élevé? Si on répond oui à ces deux questions-là, à ce moment-là, il faut se poser la question du partage des richesses et donc, inévitablement, de l'effort fiscal à assumer pour assurer cet état social. C'est le débat qui nous occupe et c'est bien légitime qu'on puisse en débattre. Et c'est ce que vous dites, mais pas évidemment avec le même point de vue, Dominique Estrosi-Sassone, c'est qu'il faut faire des économies pour protéger notre modèle social. Oui, bien évidemment, mais je pense que pour protéger notre modèle social, il faut enclencher des réformes structurelles. Et aujourd'hui, ces réformes structurelles ne sont pas là. Elles ne sont pas, même pas le début du commencement d'une réforme structurelle, c'est-à-dire quel est le cap que l'on veut donner à la question de l'hôpital, c'est-à-dire la question du grand âge, qui est une véritable question et qui nécessite une réforme structurelle. Eh bien, tout ça, c'est important et c'est à partir de ces réformes structurelles que l'on pourra économiser encore, mais que l'on pourra aussi rendre notre modèle social à l'équilibre ou en tout cas tendre vers l'équilibre et c'est ce que nous recherchons. En tout cas, c'est important de l'avoir en ligne de mire. La loi spéciale et donc l'absence de budget est-elle une solution? C'est la question que je vais vous poser. On va d'abord voir ce qu'en dit le Premier ministre Sébastien Lecornu, c'était hier. Celles et ceux qui disent en revanche que l'absence de budget n'a pas d'impact mentent. Et d'ailleurs, on l'a bien vu cette année.
tous celles et ceux qui disaient mais c'est pas grave, les mêmes parfois posaient des questions au gouvernement 3 ou 4 mois plus tard en disant mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de commande ? Bon, bah là, ce que je veux, c'est que la transparence et la responsabilité soient faites en disant on a le droit dans cette démocratie de ne pas voter le budget, pas de mandat impératif. On n'a pas le droit de dire que ça n'a pas de conséquences. On n'a pas le droit de mentir. Ça aura des conséquences s'il n'y a pas de compromis trouvé d'ici fin décembre? Oui, mais un budget qui serait adopté et qui serait mauvais et qui imposerait des punitions supplémentaires aux Français, ça n'est pas une solution non plus. Vous me demandez si la loi spéciale est une solution. Ce n'est pas une solution, c'est une possibilité dans la gamme d'hypothèses dont le gouvernement dispose pour faire adopter un budget. Marc Fesneau, qui était à votre place il y a quelques minutes, le président du groupe Modem, il dit mais pourquoi ce qui est pas un PLF, un budget qui n'est pas votable en décembre, il serait votable en janvier? Une bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, la question n'est pas de savoir si la France sera dotée d'un budget ou pas. Il y a moyen d'avoir un budget pour le pays. La question est de savoir si c'est un bon ou un mauvais budget. Et c'est tout le débat que nous avons en ce moment. Le rôle des parlementaires, et évidemment des parlementaires communistes, c'est de faire en sorte que ce soit un budget qui épargne les classes populaires et les classes moyennes et qui ne leur demande pas d'efforts supplémentaires dans une période où on a déjà beaucoup d'injustices et beaucoup de Français qui ont des difficultés. Dominique Estrosi-Sassone, est-ce que la priorité est d'avoir un budget quitte à ce que ce soit un mauvais budget? Alors d'abord, je pense que la loi spéciale n'est pas une solution. On l'a expérimenté, si je dirais, l'année dernière, et on a vu que ça a d'abord coûté beaucoup plus cher à l'État, plus de 10 milliards d'euros. Et puis la loi spéciale, elle gèlerait bon nombre d'investissements dans, bien évidemment, la question de la police, mais ne serait-ce que quelques mois, eh bien, ça gèle aussi les crédits pour l'organisation, par exemple, des élections municipales. Alors je pense que la priorité est effectivement que la France ait un budget avant le 31 décembre. Ce budget, vraisemblablement, il ne satisfera personne. Mais ça veut dire que vous êtes prêt à faire des compromis sur ce que vous avez voté, ce que vous êtes en train de voter en ce moment au Sénat? Il y a des choses sur lesquelles vous êtes prêt à revenir. Dans le cadre du PLF, nous portons la discussion budgétaire, nous disons où se trouvent nos priorités, nous faisons voter un certain nombre de mesures puisque nous avons la majorité ici au Sénat, et puis ensuite il y aura une commission mixte paritaire, et je pense aussi que chacun peut faire preuve de responsabilité à ce moment-là. Y compris les Républicains ? Y compris les Républicains, peut-être. Je pense que sur le PLFSS, il y avait ce principal irritant qui était la suspension de la réforme des retraites, sur lequel nous ne voulions pas céder. Je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles. Sur le PLF, s'il y a des voies de passage, je pense que nous essaierons de les trouver, mais en restant raisonnable et à condition que tout le monde fasse un pas l'un vers l'autre, même si un budget de compromis ne sera pas un budget qui sera satisfaisant, mais qui permettra en tout cas de donner à la France une stabilité législative, une stabilité politique dont nous avons quand même grandement besoin au vu de l'année 2026 qui s'ouvre et du contexte aussi géopolitique, ne l'oublions pas. Oui, Sébastien Lecornu qui a répété hier qu'il n'utiliserait pas le 49.3, c'est aux parlementaires de trouver un compromis, c'était une demande de la gauche. Est-ce que là, en vous rendant compte de la manière dont se passent les débats, vous vous dites que c'était peut-être une erreur de dire non à ce 49.3 ? Bon, non, enfin, ce qui me paraîtrait absurde, c'est de réclamer le 49.3 après l'avoir dénoncé pendant des années. Nous avons toujours dit que dégainer le 49.3 était une forme de déni de démocratie. Je me vois mal aujourd'hui regretter l'absence de 49.3. Ce serait parfaitement incohérent. J'essaye d'être cohérent et donc non, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On a l'impression, en lisant l'interview de Boris Vallaud dimanche, que lui, il semble un peu ouvrir la porte. Mais finalement. il ne vous a pas échappé que je ne suis pas le porte-parole du Parti socialiste. Et donc vous n'êtes pas du tout sur la même ligne. Non. 49, pas de 49. Non, mais j'ai entendu Patrick Caner dire plutôt qu'il n'était pas favorable au 49.3 non plus. Je ne suis pas son porte-parole non plus, mais enfin, en tout cas, je pense que quand on est de gauche et qu'on a réclamé que le débat parlementaire puisse être ouvert, quand par ailleurs on a dénoncé l'usage du 49.3 sur la réforme des retraites, on serait quand même mal placé pour aujourd'hui regretter l'absence de 49.3. Vous, Dominique Estrosi ? Non, moi je pense que Sébastien Lecornu a fait une erreur en abandonnant le 49.3. Maintenant, effectivement, je vois mal comment il pourrait revenir sur ce qu'il a promis, dégainé, pour que la gauche puisse être plus consensuelle, plus conciliante avec lui. Alors, il lui reste les ordonnances, mais il dit qu'il ne s'en servira pas. La loi spéciale, donc on voit bien que voilà, il y a un trou de souris et que tout le monde va essayer, en tout cas le plus grand nombre, vont essayer de trouver cette voie de passage pour adopter ce budget. S'il n'y a pas de compromis, est-ce que vous redoutez de le payer au municipal? On est à 4 mois maintenant de l'élection. Écoutez, moi je pense que ça serait effectivement dommageable parce que je pense que ça nationaliserait les scrutins municipaux.
Et aujourd'hui, les municipales restent avant tout des enjeux qui sont des enjeux locaux. Et donc, bien évidemment, qu'il y a toujours des répercussions ou des conséquences d'une politique nationale ou d'une situation nationale par rapport à des élections et des élections municipales. Mais là, ça les politiserait encore plus fortement. Et je crois qu'aujourd'hui, dans nos territoires, on a besoin de pouvoir débattre, de pouvoir échanger sur ce qui fait la vie, le quotidien des personnes qui sont directement concernées par l'élection municipale dans la ville dans laquelle ils se situent. La gauche peut le payer au municipal ? Paierait quoi? Le fait qu'on ait un gouvernement de droite qui met en place des politiques injustes? Non, je pense que les Français ont très bien compris qui les gouverne. Ils savent qui est aujourd'hui aux manettes du pays et qui conduit au fait qu'on ait des injustices qui s'accumulent les unes sur les autres. Non, je pense qu'à l'occasion des élections municipales, il faudra se doter demain d'équipes solides qui permettent de prendre le contre-pied des politiques qui sont menées à l'échelle nationale. Ce qui est mené à l'échelle nationale, c'est toujours des sacrifices supplémentaires pour les petits. Ce dont on a besoin à l'échelle locale, c'est de services publics, c'est de politiques de solidarité qui nous permettent de nous défendre, d'avoir des équipes municipales qui nous défendent. C'est ça le sujet des élections municipales. Donc bien sûr, des projets locaux, mais personne ne peut nier qu'il y a un contexte national qui est celui qu'on connaît et qui est marqué par des difficultés supplémentaires pour les plus fragiles. Merci à tous les deux pour ce débat. Merci. L'examen du budget qui se poursuit au Sénat encore toute la semaine et puis l'Assemblée nationale qui, elle, réexamine à partir d'aujourd'hui le budget de la sécurité sociale. On suivra bien évidemment tout ça. On va terminer par l'histoire du jour. C'est une note beaucoup plus légère. Hein. Vous allez voir, on va pas du tout parler de budget. Est-ce que vous reconnaissez cette musique, Dominique Estrosi-Sassone et Yann Rousseau? Bien sûr. Ah oui. Chantal Goya. Bien sûr. Pandi Panda. Et alors, Pandi Panda est de retour sur scène. Rappel des faits. En juin, son costume a été volé à Chantal Goya. Son costume de panda. Par conséquent, elle chantait plus cette chanson sur scène. Et pourtant, elle avait pu compter sur la générosité de Julien Doré, qui lui avait prêté son costume de panda, en tout cas, qui voulait le faire. Chantal Goya, elle a refusé. Visiblement, les costumes de panda, ça s'échange pas. Elle a refusé l'offre. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que donc la costumière qui a fabriqué le fameux costume en 1984, Marie-France Larouille, l'a reconfectionné. Et donc, Pandi Panda est de retour sur scène. Et on va tous avoir cette chanson dans la tête toute la journée. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée. À demain.